L'accélérateur West Web Valley et l'entreprise d'investissement Épopée se sont mis en quête des grands dirigeants bretons. Objectif, vous raconter leur épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours? Comment ont-ils innové? Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'épopée d'Édouard Coudurier, c'est maintenant. Édouard, bonjour. En quelques mots, vous êtes né en 1961 à Morlaix. En 1944, le premier numéro du Télégramme est publié. Après vos études au lycée Tristan Corbière de Morlaix, puis à la Sorbonne, vous rejoignez le groupe familial en 1985. À 35 ans, vous êtes nommé directeur général du groupe Télégramme. Avec votre frère Hubert, vous avez diversifié le groupe, notamment dans le secteur des médias, avec notamment TBO, TB Sud, mais aussi des services, Hello Work, Via Média, Rivacom, et de l'événementiel, la Route du Rhum, Francofolies, Printemps de Bourges. Le Télégramme, c'est aujourd'hui une présence internationale, plus de 900 collaborateurs répartis dans 44 sociétés, pour un chiffre d'affaires de plus de 160 millions d'euros. Et vous, Édouard, comment vous présenteriez-vous en 2 minutes à un jeune de 20 ans que vous croisez? J'ai envie de dire que je suis d'abord un Breton, je crois. C'est-à-dire que j'ai passé toute ma carrière ici et l'essentiel de ma vie en Bretagne, et que, je veux dire, la région m'a beaucoup apporté, et a beaucoup apporté aussi à l'activité dont je m'occupe. Le journal Le Télégramme et toutes les activités qu'on a faites autour, parce que ce qu'on a réussi à faire en Bretagne et ce qu'on a réussi à faire à partir de la Bretagne, je pense qu'on l'a fait aussi grâce aux qualités des Bretons, à notre environnement qui a été favorable, qui nous a supportés. Et donc, voilà, c'est un petit peu ça, peut-être la couleur qui domine un petit peu. Quand on voit effectivement tout ce travail, quelles sont pour vous les 4-5 phases importantes, les moments forts de votre parcours? Alors je pense que donc mon parcours, moi j'ai fait toute ma carrière au Télégramme, donc depuis 85 comme vous l'avez rappelé, et les moments forts, ça a été, je pense, en 80. Alors il y a eu 93 d'abord, qui était une année où le journal du Morbihan, La Liberté du Morbihan, a disparu. Et nous, à ce moment-là, on en a profité pour pas mal nous développer dans la zone du Morbihan. On se développait déjà dans les Côtes-d'Armor, et pour devenir véritablement, et aujourd'hui c'est le cas, un journal des 3 départements de la Bretagne, alors que pendant longtemps, on était surtout considéré comme le journal du Finistère. Après, il y a eu un autre moment fort qui était 96. 96, on était dans les tout premiers à lancer un site internet. On était le 3e quotidien français, je crois, à lancer un site internet. Il y avait Libération, Dernière Nouvelle d'Alsace et le Télégramme. Avril 96, je m'en souviens encore. Et on ne se doutait pas forcément que Internet allait complètement révolutionner notre activité et tout le reste, et le monde, puisqu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est le digital qui dirige un peu le monde, parfois malgré nous, mais c'est comme ça. Et puis en 96, il y avait aussi, on a installé de nouvelles rotatives qui nous ont donné peut-être de nouvelles possibilités, avec plus de quadrichromie, des techniques. On était les premiers au monde à appliquer, avec des rotatives totalement électroniques, et qui nous ont permis notamment de lancer en 2002 un journal en format tabloïd, qui nous a donné, avec une formule nouvelle, c'était des tabloïds, c'était non seulement un format plus réduit, plus adapté, mais aux attentes des lecteurs, mais c'est en même temps toute une période de croissance qui a duré pendant 10 ans, où on a petit à petit optimisé la formule, renforcé, lancé un journal le dimanche également. Et donc, voilà, il y a eu, je pense qu'il y a eu deux éléments déclencheurs en 96. Internet d'un côté, et qui continue évidemment aujourd'hui à apporter de nombreuses évolutions, et les évolutions d'avenir. Et puis le journal print, qui aujourd'hui se porte bien. On est en train actuellement d'installer une rotative d'une nouvelle génération qui sera opérationnelle en 2022. Donc voilà, on continue à être sur les 2 axes, print et numérique.
D'accord. Et justement, dans les dates importantes, je pense qu'il y a aussi cette histoire de diversification un peu avec des rachats. En 2002, je crois que c'était Région Job, Penwick, du coup en 2009. Je pense que c'est des éléments forts aussi. Voilà, alors c'était en fait Région Job, on est rentré en 2000, dès 2000, tout près, enfin, très peu de temps après la création. Et puis, par donc les trois fondateurs. Et puis, on a racheté la Route du Rhum et Penwick. C'était deux sociétés différentes en 2004. La Route du Rhum était indépendante et Penwick organisait déjà la Transat Jacques Vabre. Et puis, on a regroupé les deux. Et puis, ça a été véritablement le début, non pas de la diversification, parce que comme d'autres, je veux dire, on avait fait des journaux gratuits, on avait fait de la radio. Auparavant, on avait une agence de publicité qui marchait bien, mais ça a vraiment commencé à peser, c'est-à-dire que la problématique à ce moment-là, c'était de se dire les médias ont parfois des modèles économiques compliqués, le développement, il ne sera pas infini, et donc nous devons asseoir notre économie aussi sur d'autres sources de revenus, on doit trouver des relais de croissance, et donc grâce à Région Job, et puis, grâce à la partie événementielle, donc on a aujourd'hui des activités qui représentent 50% du chiffre d'affaires de l'ensemble. Et effectivement, donc, on peut dire 2004 pour la route du Rhum a constitué peut-être le début d'une diversification on va dire assez notable qui a commencé à peser sur notre activité, sur notre organisation. Puis après, on suivit la Transat AG2R, on suivit les Francopholies et le Printemps de Bourges en 2011 et 2013, donc dans lesquels on est associé avec le groupe Morgan. Et puis OC Sport en 2014. Voilà, ça a été les grandes dates de nos diversifications. Ouais. Et 2015, lorsque vous êtes, le journal est élu meilleur quotidien des Français, je pense que ça doit être aussi un moment assez fort. Oui, alors ça, ce sont on va dire, des reconnaissances de la profession, donc qui font toujours plaisir. Ça reste assez honorifique, mais malgré tout, voilà, ça veut dire qu'il y a un jury de professionnels qui reconnaît que le travail que l'on fournit n'est pas totalement vain. Et donc évidemment, ça nous réjouit. Ouais, ok. Et donc on a évoqué un peu le passé. Quelle est votre vision d'entrepreneur concernant votre marché ? Alors en fait, l'information est en révolution complète et le travail des journalistes aussi. Alors c'est lié d'une part aux techniques qui ont évolué, qui font que aujourd'hui l'information circule beaucoup plus vite, elle circule sur des supports donc très différents et donc on a parlé d'Internet, il y a une époque avec les moteurs de recherche, l'arrivée de Google, Yahoo, etc. Finalement on avait accès à une information beaucoup plus facile qu'auparavant. Puis après, c'était les réseaux sociaux. Et donc les réseaux sociaux qui ont pris une ampleur colossale, qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui ne passent pas forcément par nous, voire que nous récupérons sur les réseaux sociaux, mais aussi une information dont on sait qu'elle n'est pas contrôlée, qu'elle est un peu dévalorisée parce qu'elle est gratuite. Et or, une information professionnelle, ça a un coût et ça se paye. C'est une information dont on ne connaît pas forcément la source. Donc aujourd'hui, on voit des phénomènes de manipulation de l'information, voire de manipulation des journalistes, qui rendent le métier beaucoup plus complexe, à la fois parce qu'il faut gérer du temps réel, de l'information chaude avec une organisation spécifique, mais qu'il faut aussi prendre du recul, qu'il faut donc être capable de jongler avec tout ça, et en même temps, l'information n'a jamais été un bien aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que le fonctionnement de nos démocraties et de nos pays nécessite plus que jamais que les citoyens aient accès à une information fiable, vérifiée, rigoureuse, et ce qui aujourd'hui est une difficulté parce que l'information, encore une fois, prend énormément de canaux, les émetteurs d'informations peuvent être un peu n'importe qui,
Et donc, même si ça a aussi des bons côtés, parce que l'information est beaucoup plus riche, parce que l'information sort parfois des sentiers battus, parce que voilà, personne ne détient le monopole de l'information. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais en revanche, à un moment, quand il s'agit de prendre du recul et de ne pas plonger tête baissée dans tous les pièges que les différents groupes de pression ou spécialistes de la manipulation vous tendent, eh bien, voilà, ça veut dire que le métier nécessite d'être beaucoup plus vigilant qu'avant, et nous devons apporter également une valeur ajoutée beaucoup plus importante que ce qu'on a pu faire par le passé, où on se contentait un peu d'être on pouvait se contenter d'être un peu le miroir de la société, le miroir de nos communes locales, comme elle est aussi une part importante de notre information. Mais aujourd'hui, ça n'est plus suffisant. Et sur les 900 collaborateurs, aujourd'hui, combien de journalistes à peu près ? Alors 900 collaborateurs, 950 c'est le groupe, d'accord, dont on va dire à peu près la moitié pour le Télégramme, 450, et sur les 450 personnes du Télégramme, il y a 220 journalistes. D'accord, ok. Et justement, tout à l'heure, on a évoqué cette stratégie de diversification, d'absorption. Quels conseils pourriez-vous donner à ce sujet ? Alors, je vais éviter de donner des conseils parce qu'on s'est planté suffisamment de fois pour ne pas nous prendre nous-mêmes comme modèle. Mais une des conclusions, on peut dire, enfin un peu l'expérience, au bout d'un moment on parle un peu, je crois qu'il est extrêmement important de soigner l'intégration des sociétés. Alors bien sûr, il y a évidemment d'abord toute la phase en amont d'études du marché, du modèle économique, etc. L'étude également, où le temps a passé avec les dirigeants, les forces vives des sociétés cibles, et puis après leur intégration, c'est-à-dire comment vont-elles s'intégrer, dans quelle partie du groupe, quels interlocuteurs, comment fait-on pour faire en sorte que les sociétés ou les personnes qui nous rejoignent se sentent bien dans le groupe, qu'elles aient envie non seulement de développer leur activité, mais aussi de développer toutes les activités connexes que nous pouvons avoir, comment peuvent-elles utiliser au mieux tout ce qu'on peut leur apporter. Voilà, c'est le travail, à mon avis, essentiel qui est à faire dans les 2-3 ans qui suivent une acquisition. C'est véritablement ce travail d'intégration, et puis après ce travail finalement, puis être société. Nous, on a une petite quarantaine de sociétés, c'est faire en sorte qu'elles travaillent ensemble, que toutes les richesses, parce que c'est finalement beaucoup de richesses, c'est beaucoup de diversité, beaucoup de différences, beaucoup de richesses qui finalement peuvent profiter à plein de choses, mais on ne peut pas tout faire non plus, donc au sens où chacun est aussi pris par son quotidien. Donc c'est de faire travailler tout ça ensemble, ce qu'on ne fait pas forcément bien, mais nos objectifs, c'est justement ça, c'est de réussir à faire en sorte que le groupe soit une véritable notion incarnée et qui en même temps apporte véritablement un plus à toutes ses composantes. En plus des fusions et acquisitions, tous les grands patrons bretons ont en commun une culture de l'innovation. Comment avez-vous traité ce sujet tout au long de l'épopée du Télégramme ? Alors l'innovation, j'en ai parlé un petit peu pour le Télégramme, et qui a été souvent une innovation technique, puisque en 1968, le Télégramme était le premier journal en Europe à faire de la quadrichromie, c'est-à-dire de la couleur, des photos couleurs tous les jours. Donc je veux dire, il y a un peu une tradition. Puis pour le Télégramme Innovation, aujourd'hui, c'est une innovation qui est beaucoup plus une innovation intellectuelle et marketing et journalistique, qui est une innovation finalement dans ce que nous pouvons apporter à nos lecteurs et internautes. Et puis après des innovations, c'est sûr que quand vous regardez une société comme HelloWork, c'est une société très, très innovante. C'est une société très innovante, mais cette innovation, elle est intégrée. Elle est dans l'état d'esprit des personnes qui la dirigent. Et donc, ce n'est pas forcément des innovations techno ou autres très visibles, même s'il y a de plus en plus de techno. C'est-à-dire la part des technos augmente beaucoup par rapport à la part des commerciaux ou des autres composantes.
Dans la partie événementielle, l'innovation en ce moment, c'est beaucoup le digital aussi. C'est-à-dire que les événements doivent avoir leur composante digitale pour tout simplement pour augmenter leur audience, leur médiatisation et aussi leur vie entre deux événements. Quand vous avez un événement comme la Route du Rhum qui n'a lieu que tous les 4 ans, et bien évidemment, il faut faire vivre cet événement dans l'intervalle. Et puis l'innovation, après, c'est aussi les techniques utilisées, etc. L'innovation, c'est sûr qu'elle est constante et qui n'avance pas recule. Donc ce qui est vrai chez nous est vrai ailleurs aussi, bien sûr. Ouais. Et on voit dans toutes les innovations du Telegram, vous avez testé de nombreux supports, des applis mobiles, des réseaux sociaux. C'est vrai que dès que vous pouvez tester, j'ai l'impression que c'est vraiment dans l'ADN du Telegram. Oui, on a une façon de procéder qui est plus une façon de faire un peu test and learn. On essaye des trucs, ça marche pas. Alors ça suffit pas toujours. Et puis surtout, il y a dans certains cas, il faut quand même avoir des visions sans doute un peu plus stratégiques et construire des projets plus élaborés qu'on peut pas s'amuser à changer tous les mois, mais c'est vrai que dans notre façon de faire, en tout cas pas par le passé, on a beaucoup testé des choses, essayé des choses en se disant de toute façon, essayons, on apprend en avançant, on est assez pragmatique. Et puis c'est aussi simple finalement de faire plutôt que de faire une étude de marché ou une étude d'opportunité qui ne nous donnera pas forcément la réponse à nos questions. Ouais. Mais encore une fois, ça ne vaut pas pour tout. Ouais. Parce que je pense que vous devez être sursollicité par des startups qui viennent vous voir quotidiennement pour présenter les innovations. Ça ne doit pas être facile de faire le tri. Alors quotidiennement, non. Hélas, mais elles sont toujours les bienvenues. Et puis, oui, parce qu'on est, en fait, on a un métier aussi qui est un métier d'investisseur. Et donc, on investit donc dans des sociétés, notamment dans le domaine numérique, mais qui, et à qui on peut proposer une certaine audience, à qui on peut proposer des services. Et puis, donc, on essaie aussi finalement de profiter de ce qu'elle apporte en termes d'innovation. Et puis, je pense beaucoup d'ailleurs que l'innovation, elle vient aussi de ce brassage d'idées et puis des confrontations d'expériences. On ne peut pas se contenter de nos propres idées, de notre culture d'entreprise qui est parfois, dont on nous parle souvent, mais qui peut être aussi parfois un peu pesante et un peu statique. Donc c'est important de la renouveler avec les apports extérieurs. Ouais. Il y a un tout petit peu d'intrapreneuriat au sein du Telegram De l'intrapreneuriat, pas forcément, c'est-à-dire des spin-offs ou des... J'ai pas d'exemple en tête. Il y en a eu un peu. C'était un peu le cas avec le journal des entreprises qui à un moment s'est éloigné de nous parce que ça s'est passé comme ça, parce que dans notre organisation on était un petit peu lourd sans doute et puis donc petit à petit il a pris son indépendance. Il y a quelques cas comme ça, mais enfin c'est pas on n'a pas de logique particulière dans ce domaine. Ouais. Et par rapport à tout ce qui est stratégie RSE Alors en matière de RSE, la RSE est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. J'ai envie de dire, de la RSE, on en fait depuis longtemps sans savoir que ça s'appelle de la RSE. Et avant tout, quand on est un média comme nous, un média dans sa région, la RSE, c'est... j'ai envie de dire, la RSE, elle existe déjà par ce que l'on écrit, par le lien social que nous créons, par la façon dont on met en avant des initiatives qui ont lieu dans nos territoires. La RSE, finalement, elle est permanente, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité forte de ce que nous écrivons. On peut faire des dégâts lorsqu'on écrit des choses
qui peuvent éventuellement faire du tort à certains ou à certaines activités. Et inversement, on peut aussi fortement contribuer à promouvoir des activités. Donc je pense que la RSE, elle existe déjà par ça. Puis par ailleurs, évidemment, on fait très attention à ce que nous faisons. Et donc par ailleurs, le Télégramme a toujours eu aussi une vocation à soutenir un certain nombre de causes, notamment dans le domaine médical. C'est comme ça que le Télégramme, par le passé, a contribué au financement des premiers scanners corps entier, enfin même à financer le premier scanner corps entier à l'hôpital de Brest, puis à l'hôpital de Quimper, parce que les Bretons avaient particulièrement bien répondu à l'époque, et puis on soutient beaucoup la mucoviscidose également, donc avec des temps forts à une époque, on a participé à fonder, c'était avec Alphonse Arzel, le cœur des maires de Bretagne pour la muco. Et puis on continue à y participer tous les jours, évidemment, on soutient des manifestations comme la Pierre Le Bigot. Et puis voilà, la SNSM également. Et actuellement, on est sur un projet qui s'appelle le Grand Voilier École, qui est un magnifique projet, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, qui consiste à embarquer des jeunes sur un grand voilier et justement à aider des jeunes de 18 à 25 ans environ de tous âges, et à les aider justement grâce à la mer et grâce à la vie collective en mer, à acquérir des qualités qui seront ensuite des qualités qui leur serviront beaucoup dans leur emploi. Et donc au seuil de la vie active, et surtout dans une période comme aujourd'hui où il faut un peu de rêve, et on a le droit de voler et de rêver à voler, et on a le droit de rêver aussi à naviguer. Voilà, c'est aussi une façon à la fois d'apporter du rêve, mais de rendre des services très concrets. Et puis dans le domaine de la RSE, très concrètement aussi, notre activité au C-Sport, donc l'événementiel sur la voile et sur les sports outdoor, parce qu'on ne fait pas que de la voile, mais on fait aussi de la course à pied, du trail et des événements en montagne. Et bien au C-Sport vient lancer une démarche RSE très ambitieuse de décarbonation, de tous les projets d'ailleurs que l'on voit dans le domaine sportif et outdoor notamment ont une dimension RSE importante. Et là, travaille dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, et d'une manière générale sur la préservation des océans et de l'environnement, mais dans les océans, enfin des océans en particulier, puisque c'est évidemment le terrain de jeu principal de ces sports. Édouard, autre sujet, le thème transmission. Qu'avez-vous mis en place pour que l'épopée du Télégramme perdure ? Alors, disons que la première chose pour que l'épopée, si on peut l'appeler comme ça, perdure, c'est que les activités marchent bien. Donc, j'ai envie de dire, toute notre énergie et notre attention est portée sur le fait que les activités continuent à se développer, qu'on explore des marchés porteurs, que l'on essaie de mieux faire ce que nous faisons. Je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un renouvellement générationnel qui fait qu'aux manettes des différentes sociétés, vous avez des équipes jeunes qui ont pris des responsabilités, qui elles-mêmes assureront l'avenir. Au sein du Télégramme, par exemple, vous avez depuis un an Ronan Leclerc, directeur général adjoint. On vient de recruter un nouveau directeur numérique, une nouvelle directrice commerciale et DG de Via Média, etc. Et beaucoup d'équipes, et notamment dans les nouveaux métiers qui n'existaient pas auparavant, dans les métiers digitaux notamment. Il y a pas mal de recrutements, et l'avenir, la pérennité, elle se fait d'abord par ça. Et puis après, sur un plan plus général, le Télégramme est détenu quand même par 200 actionnaires environ, dont quelques familles qui en ont une grande partie, et qui, toutes et tous actionnaires, je crois, ont tous envie que ça dure. Et puis une espèce de mouvement permanent qui fait que la majorité, on va dire, des actionnaires continuent à investir dans le groupe et à s'intéresser beaucoup
à ces initiatives et à ces développements. Donc je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Je pense tant qu'il y a la volonté, j'ai envie de dire, et cette volonté existe, la pérennité, à mon avis, est assurée. Quel regard portez-vous sur les entrepreneurs bretons actuels ? Eh bien, je pense que... Alors, à vrai dire, je n'en connais que quelques-uns. Et puis, il y a tous ceux que tout le monde connaît et qui font des choses magnifiques et donc qui portent haut les couleurs de la Bretagne. Après, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives et des initiatives pas encore très connues, mais tout près de nous, vous avez Grainsel à Morlaix, qui est en train de lancer la construction de son 2e bateau à voile, qui fait du transport à la voile. Eh bien, voilà, je pense que des activités et des entrepreneurs comme cela, il y en a pas mal. On voit encore pas très loin, je suis désolé, je joue un peu la carte locale, mais quand vous voyez Franck Zal, donc avec Marina, vous avez à Roscoff Laurent Meyer qui développe sa molécule roscovitine aussi, qui nous prépare, j'espère, de belles choses pour dans le domaine de la lutte contre l'Alzheimer et le cancer. Vous avez, et la mucoviscidose, vous avez finalement des entrepreneurs de type extrêmement différents. Et puis vous avez aussi dans l'agroalimentaire, dans le transport, je trouve que il suffit de prendre l'annuaire des entreprises de la région et on voit quand même énormément de très très belles boîtes. Donc voilà, et on voit aussi la solidité, par exemple, d'entrepreneurs comme les dirigeants de la Brittany Ferries actuellement dans un contexte extrêmement dur, mais qui finalement tiennent bien la barre et essaient de faire en sorte de repartir au mieux dès que le Covid sera passé. Donc, ouais, je vois des tas de belles histoires. Des tas de belles histoires un peu partout autour de moi. Donc, et vous avez un tout petit peu de temps à accorder à des jeunes entrepreneurs qui se lancent ou dans l'agenda il est bouquet de chez bouquet? Non, j'ai du temps. Après, qu'est-ce que je peux apporter? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi-même et surtout le Télégramme, parce que ce qu'il faut voir, moi je ne suis qu'un parmi toute une équipe au sein du groupe Telegram. Et évidemment, quand on voit des entrepreneurs qui ont des projets, qui viennent nous voir et qui pensent qu'on peut les aider, évidemment, on est toujours très, très ouvert. On a récemment pris quelques billes dans des projets. J'en cite 2. Là, c'est le Cloud, qui est un système de traçage pour les bateaux, une boîte là, qui va fondée par Patrick Paul, qui va s'installer à Roscoff, et un ancien de Dassault Systèmes. Et puis Sport voilà, évidemment j'ai oublié le nom, Sport Village, qui est une société qui est dans le Morbihan et qui Patrick Dano, voilà, exactement, et Pierre Dano qui va donc aider les clubs par un système d'e-commerce et qui en même temps va permettre aussi aux clubs de s'équiper et puis de développer leur contenu, leurs services, etc. Donc voilà, pas d'initiative comme ça. Alors c'est pas jeune, mais malgré tout, une belle équipe derrière ce projet. Il y a une belle équipe. Il y a une belle équipe, ouais. Dernière question, êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'entrepreneur d'épique? Écoutez, je ne sais pas si elle est épique. Pour faire un mauvais jeu de mots, j'ai envie de dire qu'elle est dans son époque. C'est-à-dire que, en fait, on a eu des très grandes transformations ces 20 ou 30 dernières années, peut-être plus que des transformations qui ont eu lieu au cours des 30 ou 40 années précédentes. Donc, on a essayé de s'adapter. Et puis, pour faire un deuxième mauvais jeu de mots, je pense que c'est plus une histoire d'équipe que d'épique, et que ce qui a été fait ici, je l'aurais sûrement pas fait seul. Et que en fait, j'ai été très, très bien entouré, avec des gens que j'apprécie, que je retrouve tous les jours avec plaisir. Donc, c'est surtout ça qui est important à mes yeux.
Merci Édouard, c'était l'épopée d'Édouard Coudurier par Sébastien Lecorfec. Je suis le cofondateur de la West Web Valley et associé d'épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la West Web Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci.